Bonjour à tous, ceci est l'enregistrement de la veille technologique du 27 juin dernier, portant sur le logiciel 6.4 Pro Assessor. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous, bienvenue ici à cette deuxième veille technologique. Donc d'abord, c'est quoi le concept des veilles technologiques? C'est un rendez-vous trimestriel, semestriel. Le but, c'est vraiment d'échanger sur un produit, une techno, un protocole. Les intervenants sont tous des professionnels de l'IT. Ici, les deux premiers ont été faits par des personnes d'ESIA, mais dans le futur, il n'y a aucun problème à ce que ça vienne ici de partenaires ou d'autres. Ils sont évidemment ouverts à tous, et si vous avez des idées de sujets, des choses que vous souhaiteriez présenter dans ce cadre-là, vous pouvez envoyer un email à vt@esia-sa.com. Donc ici, cette veille technologique que nous allons faire concerne le logiciel 6.4 Pro Assessor que je vais un petit peu vous présenter et dans quel cadre nous, on l'utilise. Alors d'abord, au niveau du sommaire, on va parler d'ESIA et dans quel contexte nous utilisons ce logiciel. Je vous ferai une petite démonstration sur un Linux en base Debian 11, qui est les serveurs ESIA actuels, un Windows 11 professionnel, et on répondra un petit peu à la question, est-ce qu'un système sécurisé CIS est-il vraiment plus sûr? Je vous expliquerai la méthodologie qu'on a utilisée, les résultats, et je terminerai par évidemment la petite conclusion et les choses futures. Ouais. Tout d'abord, le CIS, c'est quoi? En fait, le CIS, c'est le Center for Internet Security. C'est une organisation à but non lucratif fondée en 2000 et le but est de promouvoir la sécurité informatique au sens large. Il fournit tout un ensemble d'outils de sécurité, notamment les CIS Benchmark, les CIS Control et autres, et la plupart de leurs systèmes peuvent être mappés. Ils fournissent même les documents pour passer vers de l'ISO 27001, 27002, 27002, du NIST, voire également, à mon avis, probablement dans le futur, du NIS 2. Voilà. Pour le site, il n'y a pas de problème, c'est sissecurity.org. Et ce qui nous intéresse, c'est le 6.4 Assessor. En fait, ce logiciel-là, il est utilisé depuis 2023, depuis le janvier 2023, dans les supports Gold ESIA. Ici, en 2024, nous l'avons étendu à l'ensemble de nos serveurs cloud et nous sommes en train de terminer cette mise en place sur l'ensemble de notre réseau. Le but de ça, que ce soit chez les partenaires ou chez nous, c'est de fournir un rapport de sécurité sur nos serveurs, réalisé après chaque mise à jour, voire beaucoup plus souvent dans le futur, avec un objectif minimum d'une cote de 80% sur l'ensemble des points. Au-delà de 80, on considère qu'un système est sécurisé, selon les recommandations de CIS. Ce n'est pas la recommandation ESIA. Donc, on va vérifier, ce système-là va vérifier beaucoup de points, de manière très large. Sur un Linux, qui est ce que nous utilisons le plus, ça va vérifier par exemple l'utilisation et les droits des points de montage, l'intégrité des systèmes de fichiers, la sécurité autour du bootloader, vérifier que les bannières sont conformes, ainsi que tout un ensemble de services, NTP, pare-feu, centralisation de log, SSH, sudo, ainsi que des paramètres au niveau du noyau, IPv6, IPv4, etc. Donc c'est assez large, et donc je vais vous faire une petite démonstration du logiciel. Hop. Donc ici je suis sur un serveur Linux classique. Voilà, on est en Debian 11. Et en fait, ça se présente ici sous différentes formes. Sous Microsoft, il peut être utilisé en CLI ou en GUI, avec l'interface graphique, ou ici, en l'occurrence, en ligne de commande. Et donc, je vais simplement en fait lui exécuter le programme, lui donner la liste du benchmark qu'il veut valider, donc là en l'occurrence mon Linux 11 benchmark, et je vais lui demander le rapport en format HTML. Le système va du coup ici se lancer et faire une validation et aller contrôler tous les points un petit peu qu'on a parlé. Voilà, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, vous voyez, il va collecter, exécuter pas mal de petites choses derrière.
peux voir ici notamment qu'il a fait mes tests SSH. Voilà, hop, il vient de finir, 56% au niveau du résultat. Donc ça correspond assez bien à un Debian qui vient d'être installé, qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de service tout autour. Il va... Voilà. Et ici, il m'a terminé de générer. Donc je vais aller en profiter, je vais aller récupérer le rapport ici, là, au format HTML. Voilà. Donc le rapport ici, bah, il va faire l'assessment du serveur et il va me montrer le rapport global. Donc là, on voit vraiment initial setup, ok, les TMP, à l'AP Armor, ma configuration de savoir si j'ai des IP tables qui sont corrects, mes accès au niveau des SSH, etc. Et j'obtiens ma note finale. Ici, je lui ai demandé la validation de base, donc qui est un niveau 1 serveur. On peut aller plus loin, notamment en niveau 2 serveur. Dans ce cas-ci, c'est utilisé plus pour des organismes, notamment au niveau de la finance, qui eux vont imposer au moins le niveau 2. Et donc, l'avantage en fait avec ça, c'est que du coup, on peut descendre un petit peu plus loin dans le rapport et il va vraiment être dire tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Mais surtout, et c'est pour ça qu'on l'apprécie beaucoup, notamment, je vais aller sur la partie SSH. Clac, 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 clac. Où est-ce que tu es? Oups, je suis descendu trop loin. Voilà. Donc là, il me dit, voici ta configuration de ton SSH serveur. Hop, en me disant, qu'est-ce qui n'a pas été? Ok. Là, je vais du coup en profiter et je vais aller voir. Et il me dit, ok, la bannière SSH n'est pas configurée. Donc en fait, quand j'ai la bannière par défaut, quand je me connecte, ça signifie que même un attaquant ici, simplement en lançant une connexion SSH, va déjà pouvoir récupérer quelques données, notamment la version des SSH, le système et tout ça qui tourne. Excusez-moi. Voilà. Alors, et notamment ici, la partie cipher, chiffrement fort, client intervalle, etc. Et il va vous dire, bah ok, voilà, en fait, ce que je m'attends à trouver dans ton fichier, c'est client alive interval 15 et alive count max 3. Donc là, en fait, il vous explique également à quoi correspondent ces valeurs et pourquoi il faudrait les configurer comme ça. Donc ici, en fait, on va empêcher, quand on se tente de se connecter, de garder la session active tant qu'on n'est pas authentifié. Voilà. Et donc après, bah, il suffit simplement de réexécuter le programme une fois que vous avez fait les modifications pour voir votre cote évoluer. C'est un petit côté un petit peu ludique d'essayer d'aller chercher sa cote la plus haute possible. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment sur un Linux, mais on peut également l'avoir sur un Microsoft. Là, je suis sur mon serveur, sur ma machine Microsoft. Le système est lancé. Alors, il va vous demander notamment de pouvoir faire soit du basique, ce qui est exactement ce que je viens de faire ici sous mon Linux. Il faut savoir qu'on a des capacités de faire ça également en local ou en distant. Donc, je peux totalement connecter mon système dessus. Voilà, basique. Voilà, il va me dire OK, 6.4 à détecter, Microsoft Windows 11, Enterprise, OK. Voilà. Mais je pourrais aller forcer de lui dire non, je ne veux pas le Windows 11, je veux un benchmark Ubuntu sur le Windows ou des choses comme ça. Au niveau des benchmarks disponibles, vous en avez beaucoup. Toutes les principales distributions Linux sont prises en charge, Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat. Également, vous avez pour Microsoft, bah, évidemment toute la partie Microsoft Windows, mais également on va pouvoir trouver certaines données propres, par exemple au système AWS ou à Azure, par exemple. Voilà. On a également pour les Apple. J'aurais bien voulu également le montrer ici, mais je n'ai pas pu trouver justement des Cisco qui étaient dans les bonnes versions, où j'avais les templates disponibles. Voilà. Et on a également des parties Kubernetes pour tout ça. Et donc là, vous voyez ici Enterprise, SQL Server, on peut vraiment valider beaucoup de choses. Et donc dans ce cas-ci, je vais laisser tout par défaut. Clac.
Là, je vais lui demander évidemment mon résultat en HTML. Voilà, hop, next, yes. Et donc là, de nouveau, on va revoir et il va tourner. On va pas attendre qu'il ait fini. Je l'ai généré un hier au soir. Voilà. Hop. Et donc là, on peut voir, ok, ça c'est le template vraiment par défaut de CIS. Donc par rapport au template Linux qui était le template où là on peut même y mettre un peu de personnalisation. Et donc là, il va vous donner de nouveau la cote. Donc là, une cote de base ici, je suis à 22%. Alors, qu'est-ce qui va me dire? Bah, notamment ici, c'est un système qui est installé vraiment de base avec un compte local administrateur. Il n'y a pas de liaison avec un AD, etc. Ce qui fait évidemment chuter les cotes. Mais notamment, on va pouvoir aller vérifier différentes petites choses. Notamment, je vais aller vérifier, voilà. Et donc là, il va me dire par exemple que le système obligatoirement RDP doit être ASSL. Et donc là, je vais faire OK, il me dit qu'il a échoué. Voilà. Et il explique également, de nouveau, comme pour le Linux, hein, quels sont la groupe politique qu'il faut mettre en place, etc., pour sécuriser cette partie. Ces systèmes de benchmark, étant donné que là, évidemment, la sécurité évolue tout le temps, sont également régulièrement mis à jour, hein. Donc, par exemple, ici, sur un benchmark Microsoft que j'ai installé ici, où est-ce qu'il est, ils prennent déjà en compte, voilà, la partie copilote. Voilà. Où là, bah, par exemple, ils disent, ici pour la partie sécurité, notamment, bah, ils recommandent en fait de mettre copilote à off. Voilà. Notamment, ici, ils disent que bah, on risque d'envoyer des données sensibles de la société au système d'IA central, donc d'avoir des fuites éventuelles de données. Donc ça va, ces recommandations sont vraiment, vraiment très, très, très larges. Oups, si je prends, voilà, et ici, voilà, en effet, là, il a terminé, et donc du coup, de nouveau, je retrouve en fait, voilà, 27, 10h20, je trouve mon rapport en format HTML que je n'ai plus qu'à ouvrir, à lire et à faire la configuration derrière. Donc le système est vraiment très très simple d'utilisation et de mise en place. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous plaît beaucoup. Mais la question qu'on s'est posée, c'est bien de faire tout ça, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce qu'on augmente réellement la sécurité en fixant par exemple la bannière de connexion ou des choses comme ça? Et donc, on s'est dit, bah, on n'a qu'à le prouver et on va réfléchir à faire ça en se mettant une méthodologie de travail. On va se baser ici sur des versions Debian allant de 8 à 12. Le but va être de trouver une faille exploitable sur un de ces systèmes classiques et on veut obtenir les droits administrateurs. Un point quand même, on part avec un petit avantage, c'est qu'on a au moins un utilisateur classique rentré, donc un utilisateur non root. Et notre but, en fait, ça va être d'arriver à obtenir les fameux droits root, d'effectuer les recommandations CIS sur ce serveur, et après de tenter de réexploiter cette fameuse faille. On a éliminé les attaques suivantes dans nos recherches. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça coulait de source, hein. En brute force, par exemple, les paramètres rentrés sur le serveur SSH allongent automatiquement la durée de l'attaque. On doit avoir des mots de passe de 14 caractères, les connexions root sont directement refusées, et pas mal de petites choses, notamment le nombre maximum d'authentification, etc., sont fixées. On a également éliminé tout ce qui était cassage de clés SSH, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que on doit utiliser des ciphers et des systèmes HMAC forts, et les systèmes d'échange de clés également. On a également éliminé des attaques via des clés USB, parce que ici on utilise ça plutôt dans un cadre sur nos VM, sur des serveurs, donc forcément il n'y a pas d'USB
connectés sur la VM. Au niveau des résultats, donc, le cas de TMP. Donc la partition TMP, pour ceux qui ne connaissent pas Linux, c'est un emplacement où on va envoyer tous les fichiers temporaires. Sa particularité, c'est qu'il est accessible par tous les utilisateurs et il est vidé à chaque démarrage de la machine. Donc déjà, deux problèmes, s'il est dans la même partition que la racine, que tout le système, bah, on peut bloquer déjà toute la machine juste en remplissant l'espace et en remplissant le temp. Également, il est idéal pour stocker un script malveillant. Donc, je balance le téléchargement d'un script qui va exploiter ou analyser tout le système dans le but de trouver des failles, l'exécuter, et alors après, bah, j'ai qu'à provoquer un reboot ou corrompre par exemple le noyau, redémarrer, et mon script a disparu. Il est vraiment idéal pour ça. Mais là, déjà, au niveau du CIS, les recommandations sont assez claires. TMP doit être dans une partition séparée en type TMPFS. En fait, ce type-là, en fait, ça signifie une chose, c'est que au lieu d'écrire et de garder les infos sur le disque, le TMPFS en fait va le mettre dans la RAM. On sacrifie de la RAM pour gagner des IO disques. Bon, étant donné qu'on perd ces données-là à chaque démarrage, bon, en fait, c'est vraiment idéal parce que bah, sur des grosses infras, pour 100, 200 mégas, peut-être 500 mégas de RAM, sacrifié, bah, vous gagnez en écriture et en IO disque, souvent ce qui nous manque le plus. Et également, il nous dit que le TMP doit être en mode no-def, no-exec, no-suid. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois gros mots en fait? No-def, ça veut dire pas de fichier de type special device. Donc en fait, pas de fichier un petit peu de type disque dur et autre chose. La partition ne peut contenir que des fichiers plats et ne peuvent pas avoir les droits d'exécution. Donc déjà là, c'est déjà un petit peu plus sécurisé. NoSUID, en fait, c'est un système qui empêche un exécutable de se lancer au nom d'un autre utilisateur. Donc souvent, on a tendance à faire sudo et à utiliser sudo pour passer en admin, mais il existe la capacité avec le SUID de passer sur des modes administrateurs plus poussés. Également, au niveau des recommandations, on va avoir deux qui sont également assez intéressantes. C'est l'ACLR, Address Space Layout Randomization, qui va simplement permettre de placer de manière aléatoire la position de la pile, des bibliothèques, en fait, afin de limiter les attaques par dépassement de tampons au niveau de l'OS. Et surtout, le Ptrade Scope en mode parent au niveau de la Linux. Ça signifie que si une application est compromise, et on part du postulat que toute application peut être compromise, il va en fait, Ptrade permet de connaître l'état mémoire et des registres d'un processus qui tourne sur le serveur. C'est-à-dire que si cette application stocke le mot de passe en clair dans sa mémoire RAM, eh ben, je vais pouvoir aller la récupérer ce mot de passe et donc peut-être étendre mon attaque. Avec Ptrade Scope qui est fixé, il n'y a plus qu'un seul processus par an qui a ce droit. Donc en fait, pour pouvoir débugger un process, je suis obligé de lancer le débugger et puis du débugger, lancer le programme que je veux analyser. Donc je ne peux plus me connecter comme ça directement au Ptrace. Au niveau des SSH, bah, ça assure l'utilisation de chiffrement MAC et fort, échange de clés fort, ça fixe les mentions légales pour la bannière, voilà, cacher les informations des OS lors de la connexion. Également, le nombre d'ouvertures de sessions non authentifiées est limité. Le nombre d'essais pour chaque mot de passe est également limité et on a 1 minute pour rentrer le login et le mot de passe. On ne peut pas s'authentifier directement en tant que root et les connexions ont une durée de vie de 15 minutes quand on a réussi à s'authentifier. Vous comprenez pourquoi on a éliminé en fait les attaques par brute force avec de telles règles qui ont été émises. Mais donc concrètement, qui est là, qu'est-ce que ça change? Ben, en fait, ici, on a trouvé pas mal de résultats. Et un qui est très intéressant, c'est la faille PowKit, notamment qui a été découverte en 2021, dont Debian 8 est sensible. Donc, PowKit, en fait, c'est un framework qui règle les interactions entre les processus avec et sans privilège. Voyez ça comme un sudo, en fait. PowKit n'est pas installé par défaut sur un Debian vierge en mode noyau. Et cette faille, en fait, est assez facile.
Notamment, on peut trouver plusieurs exploits disponibles sur GitHub. Et du coup, une fois connecté avec un utilisateur lambda en SSH, en fait, il suffit juste d'exploiter cette faille et c'est gagné. Vous voilà root de la machine. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autorisé déjà, il faut avoir une connexion SSH avec un utilisateur lambda. En fait, ça peut être très facile à avoir. Ça. Il suffit par exemple que vous ayez un Linux relié à un LDAP et que vous n'ayez pas configuré votre service SSH. Eh ben, potentiellement, tout utilisateur dans le groupe domain user peut se connecter en SSH sur le Linux. Question. Si vous n'avez pas pensé à limiter via les groupes. Également aussi, certaines applications vont créer des utilisateurs Linux derrière. Hein, PostgreSQL, Apache, etc. Et si jamais un shell est fixé sur eux, on pourra s'authentifier avec directement en SSH. C'est pour ça qu'on est parti du postulat que c'était quelque chose d'exploitable et qu'on pouvait avoir. Donc, on a validé le 6, on a tout lancé. En fait, la faille est toujours présente. On a toujours réussi à obtenir le droit root. Mais, parce qu'il y a quelques mais, déjà, l'utilisateur doit être référencé dans Allow User du configuration de fichier SSH. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si j'avais utilisé un utilisateur de type Postgres et que l'utilisateur Postgres que j'avais n'était pas dans Allow User, en fait, je ne pouvais pas exploiter cette faille PowKit. Donc là, il me faut déjà un utilisateur SSH référencé par les administrateurs. Mon script que j'avais créé pour analyser, pour passer, j'ai pas pu l'exécuter directement. Pourquoi? Parce que le TMP a le droit no exec. J'ai été obligé, en ligne de code, une fois que j'ai obtenu le root, de démonter et remonter la partition TMP pour pouvoir poursuivre mon attaque. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Audit D a journalisé l'élévation de privilèges de Polkit. Donc là où avant c'était complètement transparent, ici ça laisse des traces. Également, le système au niveau du 6 recommande l'utilisation d'un serveur central de lock. Donc en fait, ces deux points-là, j'ai été au courant de ce qui a été fait. Donc je peux mettre du coup des triggers sur la partie syslog pour être prévenu de ce genre de choses. Voilà. Donc, voilà un petit peu sur tout l'aspect 6.4 et j'en vais donc en venir à la conclusion. Les systèmes validés ne sont pas infaillibles, ils ne corrigent pas les failles. Par contre, les attaques classiques sont rendues très longues par brute force, voire impossibles, notamment dans les recommandations. L'IPv6 Router Advertisement est bloqué ou les ICMP redirect. Donc très difficile de faire du man in the middle dans ces conditions, en tout cas en passant par ces voies-là. La surface d'attaque, en effet, est bien diminuée car rendue plus complexe. Pourquoi? Les informations système sont cachées en scan de vulnérabilité au niveau de la partie SSH, du coup, ne me permet plus de deviner que je suis sur un Debian 8 et donc potentiellement que PowKit est installé. La sécurité autour du TMP dessus est un énorme avantage. Pourquoi? Parce que beaucoup d'exploits, beaucoup de choses qu'on peut trouver, en fait, vont vous envoyer un exécutable dans le TMP. Également, au niveau des failles et des stockages, avec la randomisation des accès mémoire et le coût du ptrace, évidemment, ça limite également le fait de « Ok, on a pu exploiter une faille, est-ce qu'on peut aller plus loin ?» Et dernière chose, les IP tables sont d'office fixés afin de pouvoir avoir le score au minimum de 80%. Donc déjà de là, on a du firewall qui est configuré. Ça, c'est vraiment des gros avantages. Et également, je vous ai fait la validation ici en direct de deux serveurs. C'est rapide. Et on sait rapidement que la configuration est correcte d'un point de vue sécuritaire. Là, ici, à l'instant T. Mais dans l'idéal, il faut le refaire régulièrement. Comme ça, on est sûr et certain que dans le temps, la configuration est toujours bonne. Notamment dans un cas. Ça évite notamment les erreurs humaines. Parce que ça nous arrive à tous. Voilà, on a des problèmes de connexion sur un serveur, etc. On va se dire, bon, à un moment donné, à force de chercher, on va flusher, on va purger toutes les règles IP table et continuer pour éliminer cette source de problèmes éventuels.
Et en fait, ça dure, ça dure. Finalement, vous trouvez, vous faites ouf, on relance, maintenant tout fonctionne, mais dans les faits, vous avez oublié de remettre vos règles iptables. Donc là, en fait, en faisant retourner le système, on va pouvoir se rendre compte tout de suite que les iptables ne sont pas configurés. C'est facile à mettre en place au niveau de notre réseau ou même au niveau du support vers les clients. C'est juste en fait des fichiers qu'on va uploader, qu'on va exécuter pour avoir le retour, les informations. Et après, évidemment, il y a la conf à faire, hein. Voilà. Ça facilite les audits de sécurité également. Ça me permet de fournir à nos partenaires les rapports détaillés de leurs serveurs. Et également aussi pour nous en interne, du coup on voit tout de suite quand on a un serveur cloud qui n'est pas à 80%, on se doute bien que dans le cas on a peut-être oublié les iptables. Pour Esia, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est une volonté d'être transparent vis-à-vis des partenaires. C'était une volonté justement de proposer un service plus haut au niveau des sécurités de la machine de monitoring. Et clairement, on envisage dans le futur une intégration, on cède la solution Egide. Là, il faut qu'on voit évidemment avec le CIS comment eux, ils fonctionnent au niveau de l'intégration. Ils ont également une plateforme qui vous permet de centraliser tous les rapports. Parce qu'évidemment, c'est facile à faire quand on a 2 fichiers HTML. Je peux assurer que quand vous commencez à en avoir 100 ou 200, ça devient vite la galère. C'est pour ça que nous, on a fait actuellement un petit développement en interne au sein d'Esia qui nous permet en fait, au niveau de nos nœuds, de pouvoir voir également quels sont les rapports qui ont été générés pour ce nœud et quel est leur scoring respectif. Merci d'avoir regardé ce webinaire et je vous dis à très bientôt.